19h19 sur Europe 1. Nous accueillons dans le studio d'Europe 1 Raphaël Steinville, journaliste au JDD. Bonsoir. Bonsoir Thomas. Et Paul Melun, essayiste. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. On va se demander si le cri de Gabriel Attal au milieu de l'été sera entendu. Le Premier ministre sortant a mis sur la table un pacte d'action pour espérer rallier à lui des formations en vue d'une vaste coalition. Toutefois, il ne prévoit pas de grande rupture avec la politique que le locataire de Matignon a entamé jusqu'ici. En plein cœur de l'été, est-ce que cette initiative risque de passer complètement inaperçue ? Je ne sais même pas si c'est la question qu'il faut absolument se poser. Bien sûr que il y a le risque de passer totalement au travers et sous le radar médiatique, alors que les JO écrasent un peu toute la vie politique. Mais à la vérité, ça paraît surtout comme un geste un peu désespéré d'Emmanuel Macron de se maintenir au gouvernement et à Matignon. Quand Emmanuel Macron, dans la manière dont il esquisse le futur portrait du futur locataire de Matignon, dit tout autre chose que ce que Emmanuel Attal veut bien dire aux Français. J'ai l'impression que Emmanuel Macron veut se préparer à une cohabitation soft, c'est-à-dire qu'il veut malgré tout un changement, et ça passe bien évidemment par un changement de personne. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est à la fois responsable de la part du Premier ministre que de montrer qu'il essaye de faire bouger les lignes et de s'ouvrir un petit peu à droite et à gauche. Pour autant, je pense que c'est une tentative qui est vouée à l'échec. Alors, le Premier ministre qui préside le groupe Ensemble pour la République a listé ses priorités dans un document de 5 pages en vue d'un pacte d'action pour les Français. C'est autour d'Ensemble pour la République que doit se constituer une coalition ? Écoutez, il y a deux façons de répondre à cette question. Il y a une façon sur la forme et une façon sur le fond. La réflexion sur la forme, c'est-à-dire la stratégie politique, grosso modo, donne plutôt raison à ce que veut faire Gabriel Attal. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons une tripartisation de la vie politique. C'est la grande révolution de ces élections législatives. Il y a une gauche, le Nouveau Front Populaire, qui serait légitime, selon moi, au plan démocratique, à proposer un nom de Premier ministre. Mais sitôt Emmanuel Macron nommerait, par exemple, Lucie Castet, sitôt elle serait renversée, puisque le Rassemblement national et également Ensemble censurerait immédiatement son gouvernement. Donc, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, là où les macronistes, paradoxalement, sont en position de force, et Gabriel Attal au premier chef, c'est que ce sont les seuls qui peuvent réellement essayer, sur le fondement de ce pacte législatif, d'exercer, je dirais, le pouvoir, ou en tout cas de continuer de l'exercer. Le Rassemblement national ne peut pas faire de majorité, le Nouveau Front Populaire ne peut pas faire de majorité. Donc, ils sont obligés de s'organiser, c'est le travail de Gabriel Attal. Ensuite, sur le fond, avec quelle idéologie, avec quel programme, avec quelle proposition, c'est là que c'est difficile. Et je rejoins un peu ce que disait Raphaël, c'est-à-dire que sur quelle base programmatique, sur quel axiome idéologique peuvent-ils se rejoindre ? Je vois que dans les propositions, on évoque notamment la construction européenne, mais aussi, en même temps, comme dirait l'autre, la sécurité, mais en même temps, des problématiques de justice sociale, mais en même temps, on nous dit qu'il y aura peut-être un référendum par an. Donc, on fait une sorte de patchwork de mesures, de gloubi-boulga, où on essaie de faire rentrer un peu des ronds dans des carrés, de faire rentrer des idées de gauche avec des idées de droite, etc. Il va falloir quand même une sacrée synthèse. Là, on est en train d'envisager, quand même, il faut se rendre compte de ce qu'on fait, on est en train d'envisager une forme de super-macronisme, de macronisme tome 2. Il y a eu le tome 1 en 2017 où on a réuni la social-démocratie déjà et l'ex-UDF, ou en tout cas la droite orléaniste. Aujourd'hui, il va falloir aller chercher encore plus loin. Il va falloir aller chercher Laurent Wauquiez et des gens qui sont restés au Parti socialiste par conviction face à Emmanuel Macron. Donc ce serait un tour de force très important, mais c'est le seul chemin qui vaille pour que, effectivement, le camp présidentiel reste aux affaires. Alors, listons-les quand même pour nos auditeurs. Parmi ces propositions, la priorité du groupe de Gabriel Attal pour une hypothétique convergence, le rapprochement du salaire net du brut, la stabilité fiscale, la simplification pour les entreprises, le versement automatique des aides sociales, la réforme de l'assurance chômage, sans dire laquelle, le nucléaire, les énergies renouvelables, le leasing social, lutter contre la délinquance des mineurs, un plan laïcité à l'école, un référendum par an, de la décentralisation, de la fracture sociale. Bon, il y a quand même beaucoup de mesures qui étaient déjà portées par le gouvernement sortant, finalement. Est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux ?
Non, mais c'est très exactement ce que Paul Melun a expliqué, c'est que on est là dans le patchwork. Il y a un certain nombre de mesures qui étaient déjà portées par le précédent. Je crois que c'était l'assurance chômage. Il ne manquait plus que le décret d'application pour qu'elle rentre en vigueur. Donc ça paraît quand même problématique de proposer pour partie la même chose, agrémentée de quelques nouveautés, à commencer par cette proposition d'un référendum par an, parce que les Français ont voté très exactement l'inverse. Le premier tour des législatives, c'était d'abord une défaite du macronisme avant d'être une victoire hypothétique du Rassemblement national. C'était une défaite du macronisme. Alors de proposer finalement aujourd'hui un macronisme élargi, quand on avait quasiment commenté la mort ou l'agonie et en même tempsisme, ça paraît, je pense, compliqué. Et c'est vrai que Paul Melun explique que c'est un super macronisme qui est proposé là, mais est-ce qu'il est capable de rallier à lui Laurent Wauquiez, qui a réfuté toute coalition, le Nouveau Front Populaire, qui a imposé sa candidate à Matignon? Mais moi, je vais me risquer un pronostic. Moi, je pense que c'est pas impossible. Je pense que c'est pas impossible qu'ils arrivent à, justement, sur le fondement d'un pacte législatif, c'est le bon mot, de rendre inoffensif, en tout cas pour un temps et sur certains textes, la droite. Laurent Wauquiez a dit qu'il serait constructif et que sur certains textes, il pourrait éventuellement travailler avec le gouvernement. Il faut qu'il négocie la même chose avec la gauche. En tout cas, avec la gauche dite de gouvernement. Pas avec les insoumis qui refuseront ce pacte-là, mais avec les autres. Et ça, c'est faisable. Et ça, mis bout à bout, ça peut faire non pas une majorité absolue, mais une peut-être confortable majorité relative, ce qui serait quand même un sacré tour de force. Maintenant, là où il faut quand même se dire juste une chose, une alerte démocratique, c'est que là, on est en train quand même, mine de rien, comme ça, avec ces stratégies, avec ces combinations, de renouer avec une forme de rupture démocratique, une rupture avec la souveraineté populaire. Un peu, moi je trouve la comparaison avec le référendum de 2005 est pas complètement absurde. C'est-à-dire que les Français se sont prononcés très massivement pour un programme de rupture, que ce soit en votant pour le Nouveau Front Populaire ou que ce soit en votant pour le Rassemblement National, et ils vont se retrouver avec une réédition de tout ce pourquoi ils se sont déplacés aussi massivement aux urnes. Et ça, c'est dangereux, parce que si jamais vous n'écoutez pas la souveraineté populaire, que vous n'êtes pas observateur de cette souveraineté populaire, la Ve République, et plus généralement d'ailleurs une démocratie, ne fonctionnera pas bien. Et l'esprit de la Ve République, c'est pour ça que pour moi, une des rares bonnes nouvelles de ce pacte législatif, c'est le recours au référendum tous les ans. Moi, j'y suis très favorable. Je serais même favorable à plus de référendums, y compris au niveau local. Mais en tout cas, ça, je pense que c'est un bon signal. Mais c'est précisément ce risque de rupture avec le peuple qui est très très important aujourd'hui et qui pourrait mettre le dernier clou dans le cercueil du macronisme. Raphaël Steinville, vous avez immédiatement parlé d'Emmanuel Macron qui espère une cohabitation soft. Ça veut dire que le chemin pour arriver à une telle convergence souhaitée par Gabriel Attal, il passe par Brégançon en ce moment ? En tout cas, j'imagine que le président aujourd'hui met à profit cette retraite ou ces vacances pour réfléchir au profil de son futur premier ministre. Je disais en préambule qu'il me semblait difficile de pouvoir maintenir Gabriel Attal à ce poste sans craindre finalement que les Français aient vraiment l'impression d'avoir été floués dans leur vote. Pour autant, ça n'exclut pas que quelqu'un puisse se détacher venu de ce camp central présidentiel, peut-être moins politique que les autres, mais qui puisse plaire à la droite et à la gauche. Ça, c'est une possibilité. Mais en aucun cas, je pense que ça ne sera un copier-coller de ce qui existait jusqu'à présent. Une rupture demandée par les Français. On se demande si elle est envisageable et si elle doit se grouper autour d'Ensemble pour la République. On continue ensemble. Paul Melun, Raphaël Steinville à débattre, et on se demande aussi jusqu'où vont déraper les comptes de la présidence de la République, puisque les magistrats financiers de la Cour des comptes ont alerté sur le budget et le trou dans le budget de l'Élysée. Dans un instant, juste après toute l'actualité à 19h28 sur Europe 1.